Gustave Courbet naît en 1819 à Ornans, en Franche-Comté. Sa famille est relativement aisée, son père est propriétaire de ses terres qu'il exploite lui-même. Il possède suffisamment pour avoir le droit de vote. Sous la monarchie de Juillet, le suffrage est censitaire. La mère de Courbet, quant à elle, est fille de républicains, vignerons aisés, et les trois sœurs de Gustave jouent du piano, de la flûte et chantent. C'est donc une famille assez instruite, une famille à laquelle il restera toujours très attaché. Elle le soutient sans condition. Au collège, il suit les cours de dessin d'un certain Charles-Antoine Flajoulot qui prétend avoir été l'élève de David, mais rien ne le confirme. C'est la seule matière où il s'implique. Globalement, sa scolarité est médiocre. Il ne fera jamais l'effort d'écrire autrement qu'en phonétique. Ses parents l'envoient à Besançon pour devenir polytechnicien. Courbet est pas spécialement enthousiaste et après des mois à végéter et se plaindre, son père se résigne à l'envoyer à Paris, chez un cousin, pour qu'il fasse des études de droit et devienne, si possible, notaire. Là, il s'inscrit immédiatement à l'atelier du peintre Charles de Steuben, puis quand deux amis d'enfance le rejoignent à Paris, ils décident de s'installer ensemble. Courbet abandonne les études de droit, il copie des tableaux au musée du Luxembourg et suit ses cours de dessin le soir. Il prend conseil auprès du peintre Nicolas Auguste S, qui se veut encourageant, un mentor tant en technique de peinture qu'en pratique tarifaire. Courbet survit tant bien que mal grâce à l'argent de son père. Il se passionne pour Velázquez, Ribera, Zurbarán. Seuls les Espagnols trouvent grâce à ses yeux. Cependant, il admire Géricault, unique peintre français potable d'après lui. La Renaissance italienne, on n'y pense pas, ça le débecte absolument. Il copie toujours pour s'entraîner, mais aussi pour revendre ses copies à des marchands parisiens, comme ça se faisait beaucoup. L'auteur ne signe souvent même pas sa toile. Son premier tableau accepté au salon, le Guitar Hero, c'est comme une victoire pour lui. Il n'attire pas les foules, mais il trouve assez vite un acquéreur pour un prix fortement inférieur à ce qui se pratique normalement. Il se dit que les dimensions trop modestes jouent contre lui, à côté des grandes peintures d'histoire que les autres présentent, et il a donc en tête de peindre un tableau gigantesque, tout simplement, qu'on pourra pas éviter. Pour l'instant, il cherche à se faire un nom, et il se donne 5 ans de façon assez pragmatique. Il peint dans le style d'Ingres, il s'inspire de Titien, il s'adonne à la peinture religieuse où rien de mystique ne s'y trouve. En 1842, il peint sa première œuvre véritablement personnelle, le fameux portrait au chien noir. C'est un homme de 23 ans, fier, qui n'a pas honte de sa misère. C'est un bourgeois bohème. Il fréquente alors Baudelaire, Eugène Pottier, l'auteur de l'Internationale, Champfleury, Théodore de Banville et bien sûr Proudhon. Tous ont la vingtaine. Personne ne les connaît encore. Baudelaire est certes critique d'art, mais il n'a pas l'audience nécessaire pour faire et défaire les renommés. Proudhon est encore typographe, d'origine ouvrière. Il se fera bientôt haïr en un temps record avec sa première publication sur la propriété. À Paris, un marchand hollandais lui achète 2 tableaux et l'encourage à se rendre à Amsterdam pour y étudier. Sage conseil que celui-ci, la découverte de Rembrandt est comme un électrochoc. Il s'émerveille aussi devant Frans Hals. Ce travail de la matière au couteau, l'extrême rigueur technique dans le rendu de la lumière, l'expressivité ambiguë des personnages, il y a de quoi devenir fou quand on découvre Rembrandt, surtout quand on s'appelle Gustave Courbet et qu'on est épris d'absolu. En 1848, le cercle d'amis de Courbet s'enthousiasme pour la Révolution. Lui, on ne sait pas très bien, il illustre une revue républicaine tout au moins, mais de toute manière, faute d'argent, il retourne à Ornans, où son père aménage une grange en atelier. Il y peint 2 titanesques toiles, un après-dîner et un enterrement à Ornans.
C'est un tableau célèbre à juste titre. Le trou au centre, c'est l'origine de la construction de la toile. Tout concourt à ce qu'on s'interroge sur ce qu'on y enterre. Alors ce serait le romantisme apparemment, ça aurait tout aussi bien pu être les idéaux socialistes qui ont terminé dans des bains de sang sous les baïonnettes de la République. Tout comme Géricault l'avait fait auparavant, Courbet donne une dimension mythologique à de simples mortels. Il y représente ses amis, des notables, son père, une petite bourgeoisie provinciale qui fait tâche à la capitale avec ses allures de provocation. On peut identifier chacun des personnages, mais on va pas le faire parce qu'il y a déjà nombre de documentaires sur ce tableau qui sont excellentissimes, comme celui d'Alain Jobert. En 1849, Courbet expose au Salon, il fait sensation, on lui donne une jolie médaille, mais pas pour l'enterrement ornant, pour l'après-dîner. Et le musée du Luxembourg l'achète d'ailleurs ce tableau-là, qui met en réserve sans jamais l'exposer. L'enterrement suscite les moqueries, Delacroix serait agréablement surpris, et Ingres aurait trouvé ça absolument médiocre. Aux côtés de ces deux immenses peintures, il expose Les Casseurs de Pierre, un manifeste à la gloire des travailleurs. C'est là que Courbet aurait eu une sorte de déclic, il trouve sa voie, en tout cas c'est ici qu'il s'affirme enfin. En présentant ces Casseurs de Pierre, Courbet choque bien plus qu'avec l'enterrement. Ce tableau ne paye pas de mine, sauf que cette perspective quasi absente, ce plan serré, on dirait bien que ces ouvriers n'ont pas d'avenir, ils casseront des pierres pour l'éternité, dans une atmosphère aride, desséchée, blanchâtre et sale, de véritables Sisyphes modernes. Peindre ça à un moment où la République interdit aux plus pauvres de voter, puisqu'il faut vivre plus de 3 ans au même endroit pour avoir le droit de voter, un tel sujet au milieu des créatures mythologiques et des allégories de ses confrères, Gustave Courbet impose au regard quelque chose que beaucoup aimeraient bien éviter. À côté, il commence à peindre le départ de la caserne de pompiers, une autre gigantesque toile dont les personnages sont un peu plus grands que nature. C'est la caserne de Poissy, à l'ouest de Paris. De cette caserne part une insurrection en 51 contre le coup d'état du président Bonaparte. Évidemment, tout ça l'empêche de continuer, la toile reste inachevée, certains de ses modèles sont incarcérés. Il voulait peindre la ville, la nuit et surtout l'héroïsme des pompiers, des hommes simples au service de tous, sans distinction. On peut voir difficilement ce tableau au Petit Palais, difficilement parce que l'oxyde de plomb qu'il utilisait pour sa peinture rend le tableau de plus en plus sombre. On le voit actuellement pas comme il était peint. Avec un peintre comme Gustave Courbet se pose la question de la fonction de l'art, de l'artiste. Dans une espèce d'extension du romantisme, on entrevoit une utilité autre que décorative, ou à la gloire du régime, ou encore du commanditaire. D'après Hegel, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'art, la première chose qui lui parle, c'est le réalisme. Cependant, Hegel dit aussi que si c'était tout ce qui importait, on se satisferait de l'art comme imitation. Or, l'objet ne nous intéresse pas s'il ne passe pas par le prisme de l'art. Une scène banale se charge de sens quand on la représente. Son symbolisme nous échapperait certainement si on la vivait au quotidien. Donc, Courbet, s'il veut atteindre ce public populaire-là, pas les élites, mais l'essentiel de la nation, il doit posséder pleinement ses moyens techniques et surtout les mettre au service du réel. D'où ce nouveau courant artistique, le réalisme. De cette façon, il peut changer les idées de ses contemporains, changer leur vision du monde. C'est
d'une démarche éminemment paradoxale parce qu'il présente ses tableaux au salon, aux institutions, donc aux élites qu'il exècre, et c'est paradoxal aussi ce courant de peinture lui-même qui conduit à une impersonnalisation finalement, parce qu'en s'adressant à tous, on s'adresse à personne, on retravaille des thèmes de l'imaginaire collectif qui s'avèrent souvent être une version synthétique de l'art des élites. Les valeurs, les histoires, les mythologies vont du haut vers le bas. Si Courbet choisit cette voie artistique pour s'exprimer, c'est finalement pas si ambivalent que ça. Pour un philosophe comme Hegel, l'art est en quelque sorte un moyen de se libérer de sa condition. Les hommes sont esclaves de leurs désirs, de leurs besoins, ils ne conçoivent un objet qu'à travers son utilité, mais l'art est concrètement inutile. Il vise donc à un dépassement de soi, il pousse à exercer son esprit critique et sa compréhension des choses. C'est un premier pas vers l'émancipation des masses. D'autre part, un autre contemporain, Karl Marx, lui, parle de l'art comme d'une idéologie. Il incarne un courant d'idées, qu'il le veuille ou non, et reflète une réalité politique. Il illustre ça avec l'exemple de la mythologie gréco-romaine qui disparaît de l'art au 19e progressivement, parce que la technologie a remplacé ces figures ancestrales. Elles paraissent ridicules dans une société moderne, elles sont en décalage. Il faut donc recentrer l'art sur son temps, abandonner les vieilles croyances. Ces nouvelles figures mythologiques, c'est l'ingénieur, l'inventeur, le travailleur. Dans cette optique, l'art a obligatoirement un rôle à jouer, celui d'éveiller les consciences, sinon c'est un art bourgeois au service de la domination des plus faibles. Le réalisme se veut donc consciemment engagé avec une marge de manœuvre esthétique. Il faut que le spectateur s'interroge sur le sens de ce qu'on lui montre, qu'il ressente ce que le peintre a voulu dire. Aussi faut-il s'astreindre aux règles les plus strictes pour ne pas perturber l'interprétation. Il doit aussi sublimer ces règles pour s'imposer comme un artiste visionnaire. C'est une position difficile, voire intenable, et il n'est pas étonnant de voir l'œuvre de Courbet si exigeante et autant remise en cause par son propre auteur. Courbet ne lisait pas beaucoup, il n'a pas eu une éducation très poussée, mais il connaît les idées les plus à la pointe et il fréquente leurs théoriciens, que ce soit Proudhon ou Marx, il connaît ces gens-là, il connaît leurs pensées. On le sait, partisan d'une dissolution de l'État, un anarchisme revendiqué. Courbet achète un vaste atelier, une seule grande pièce, dans le quartier latin à Paris. Il vit dans l'ascétisme avec juste des chaises et un lit dans un coin. Toute sa vie est dédiée à la peinture. Le Second Empire, il le subira dans cet atelier. D'ailleurs, le duc de Morny, le bras droit et accessoirement demi-frère de Bonaparte, est assez sensible à l'art. Il achète les Demoiselles de village que Courbet présente au salon en 52. Ce même duc de Morny protège Courbet à son insu. On a dans les petits papiers de la préfecture de police de Paris, on sait que le peintre est surveillé, lui et tous ses amis républicains, collectivistes, anarchistes, mais la police a pour ordre de le laisser tranquille. Ces demoiselles de village produisent l'effet escompté, la critique est outrée, le bourgeois se gausse devant ses cuisinières endimanchées, on trouve ça vulgaire et ridicule, et pourtant ces demoiselles, c'est les sœurs de Courbet qu'il a peint dans un décor bucolique, adorable, tout y est attendrissant et baigne dans une lumière d'été bienveillante, mais ce sont des gens simples et insouciants, on peut pas tolérer ça, c'est une provocation gratuite, il cherche un peu aussi. Même la même réaction avec ses baigneuses. Mérimée se demande pourquoi peindre des femmes adipeuses, si réalistes, si ce n'est pour faire l'intéressant. L'impératrice Eugénie est scandalisée. Ces femmes au naturel, insouciantes, fières d'être femmes, au milieu de cette verdure sauvage et de l'eau si furieusement représentée, Courbet les hisse au niveau des nymphes dans un décor franc-comtois, une manière de dire
les dieux sont morts et nous les avons remplacés, mais la critique en a assez de ces histoires et s'arrête à cette soi-disant laideur qui pourtant sublime le corps de la femme qui est souvent objectifié. Dans ce même ordre d'idées, il y a l'origine du monde. On connaît pas trop la raison pour laquelle il le peint, et c'était d'ailleurs de son vivant, personne, à part le commanditaire mystérieux, ne l'a vu. C'est un dommage sans doute, rien n'est idéalisé ici, c'est cru, ça montre les choses comme elles doivent être vues, et donc sans doute glorifiées. Le tableau a atterri chez le psychanalyste et linguiste Jacques Lacan qui le montrait ses invités derrière un drap. Quand le musée d'Orsay en célèbre l'acquisition, le ministre de la Culture ne lui accorde pas un regard, et il voulait pas être pris en photo à côté. Cette superbe peinture naïve, sans arrière-pensée, elle continue de poser problème à certaines personnes. Elle interroge notre rapport au corps et elle l'interroge au premier degré. Courbet cherche l'impact physique, il a pas peur de surcharger ses toiles, d'accumuler des couches, parfois très épaisses. Ça surprend toujours quand on ausculte de près ces tableaux, ils peuvent être à la fois très lisses et très gras. Ça va de pair avec une liberté absolue de ton et de technique. Il peint de façon brutale, durement au couteau, et avec le bois du pinceau comme Rembrandt en fait, hein. Et il utilise aussi des brosses très douces. Il a pas peur de s'exprimer comme il l'entend, sans référencement. Il y a une immédiateté, une approche au premier degré de la peinture. Il montre les choses sans détour. On l'accuse de misérabilisme pour ça, alors qu'il montre un quotidien dans toute son amoralité et sa violence aussi. L'odeur de la pourriture des feuilles, la sueur des ouvriers, l'humidité iodée des tempêtes. Il y a rien de pervers là-dedans, hein. Sa peinture refuse la séduction, il privilégie des sujets peu engageants, des portraits durs et sans pitié, dans une lumière crépusculaire où la couleur se ferait un chemin. On peut facilement passer à côté de lui à cause de ça, mais n'y a-t-il pas plus beau témoignage d'amour que le portrait de son père en noir sur fond noir, avec sa touche lumineuse sur son nez épais et gras? Pour l'exposition universelle de 1855, Courbet présente son fameux atelier. Le nu est choquant parce que c'est une véritable femme nue et pas un modèle idéalisé. Il force le trait avec ses vêtements à ses pieds histoire de bien souligner que oui, c'est une femme, en chair et en os. La lumière à droite suggère une autre pièce, donc on est dans quelque chose de concret. Des amis et des amateurs d'art se postent à droite et des exclus à gauche. Chacun est isolé dans une atmosphère de tristesse générale, une forme d'allégorie dont le sens est laissé à notre imagination. Courbet a peint ses Ménines en quelque sorte. Et on refuse son tableau. Dépité et revanchard, il décide d'organiser sa propre exposition avec ses propres moyens. Il obtient l'autorisation de s'installer devant le Palais des Beaux-Arts temporaire, rue Montaigne. Un architecte de Besançon réalise une grande pièce en briques entourée d'un jardin simple. En gros, au-dessus de la porte est inscrit « Du réalisme ». L'entrée est payante, un prix modique. Ses 40 tableaux défient les 5000 exposés en face de lui. Lui qui n'est pas diplômé des Beaux-Arts, il reçoit la visite de toute l'intelligentsia parisienne. La curiosité est un vilain défaut. Amis comme inconnus, tous ont des mots durs pour cette glorification du peintre par lui-même. On accepte mal cette arrogance à vouloir se hisser au-dessus des autres tandis que l'heure est au nationalisme. Edmond de Goncourt semble très énervé de voir cette collection de pauvres au travail. Edmond About parle d'indécence. Proudhon trouve que l'égocentrisme dessert l'œuvre de l'artiste. Champfleury n'apprécie pas beaucoup son portrait. Bref, comme prévu, il se fait descendre.
Paradoxalement, Courbet se fait discret après ça, il retourne à Ornans encore, il se met à peindre des scènes de chasse, certaines dans la neige alors que la chasse est interdite en hiver. Ces scènes d'agonie sont parfois bien cruelles, mais c'est ce qui va assurer son aisance financière et sa fréquentabilité, tout cela se vend très bien. Il décroche des contrats avec Boston, Londres, Munich. Quand il peint la nature, c'est souvent extraordinaire. Elle est toute puissante, elle est primaire, dans ses marines, ses plages, cette tempête fantastique, elle est mystique, ineffable quand il peint les sources de la Loue, ce trou de roche qui bouffe la lumière, il perce un sentiment religieux, un silence d'un autre temps. Cette vision du monde trouve un écho dans le marché de l'art, il se fait un nom et gère personnellement ses droits, qu'ils soient de vente ou de reproduction. Il a sans doute mal digéré de devoir se battre des années avec l'administration pour toucher son dû. Les quelques tableaux vendus à des officiels et des musées, ça a toujours été très laborieux et il n'a pas forcément obtenu gain de cause, puisque les institutions ne respectent pas son œuvre, il s'en passera. En France, il n'existe pas encore de galeries privées comme en Angleterre. Si le salon refuse un artiste, il est condamné en quelque sorte, il se fera jamais connaître des acheteurs potentiels. Et on se met à refuser ce que propose Courbet. Pas tout. Le jury accepte les scènes de chasse qui ont toujours un beau succès. Ses œuvres les plus ambitieuses, par contre, non merci. Le retour de la conférence, un tableau anticlérical un peu gratuit, il n'est même pas exposé au salon des refusés. C'est-à-dire que même chez les exclus, on n'en veut pas. Quand il a l'audace de présenter un sujet mythologique classique, on lui reproche l'immoralité qu'il présente et la pornographie. Pour tempérer un peu cette vision d'artiste incompris, signalons tout de même que son Halali du Cerf est exposé dans la salle d'honneur, aux côtés de Bourreau et de Bonnat. On lui reconnaît une certaine qualité, dans les scènes pittoresques surtout, et si elle dérange pas, c'est encore mieux. Donc l'image de Gustave Courbet, ce grand anarchiste génie seul face au monde, c'est très excessif, il faut se calmer un peu sur ce point. On veut lui donner la Légion d'honneur un peu contre sa volonté, et il la refuse bruyamment, en prenant soin de préciser son aversion pour l'État, pour l'Empire, ce qui lui vaut la sympathie de nombreux opposants au régime de Napoléon III. Puis vint la guerre de 1870. À la défaite de Sedan, l'empereur capitule, la République est proclamée, d'abord à Lyon, ensuite à Paris, et personne pour défendre l'Empire. La guerre est perdue, du côté du futur empire allemand, on exige un pouvoir politique légitime pour signer les accords de paix. On procède donc à des élections, les républicains veulent poursuivre la guerre, les conservateurs veulent y mettre un terme. Au bout de 5 mois à ne pas vouloir admettre sa défaite, les élections vont enfin trancher et la nouvelle république se retrouve avec une assemblée aux 2/3 monarchistes et bonapartistes. La guerre est donc terminée, les Français sont humiliés et la capitale n'est pas de cet avis. Paris compte 2 millions d'habitants, donc plus de la moitié appartient aux classes laborieuses et elle est reléguée aux périphéries de la ville. Cette population ouvrière, artisane, domestique, qui en a gros sur le cœur, elle est armée pour défendre une ville qui était assiégée. Et la paix signée, ces gens ne déposent pas les armes, n'acceptent pas la reddition. Pas après 5 mois difficiles, isolés du reste de la France. Il y a momentanément une assemblée conservatrice qui siège à Bordeaux puis à Versailles, et un comité populaire à Paris dont une bonne part des républicains vont nier la légitimité après en avoir été l'instrument.
Le 18 mars, il y a une tentative de prendre Montmartre où 227 canons se trouvent. Les soldats n'osent pas tirer sur la foule. 2 généraux versaillais sont capturés et exécutés. On autorise finalement des élections municipales où la moitié des votants ne vont pas. La majorité va aux révolutionnaires. C'est le début de la Commune. La capitale se veut la garantie de la République républicaine, la vraie. Gustave Courbet, dans tout ça, a été nommé à la commission des artistes dont la fonction principale est de protéger le patrimoine. Il fait retirer les bas-reliefs de Bari à la gloire de Napoléon III au Louvre sur le carrousel. Il met une statue de Voltaire à la place de celle du fils de l'empereur, et nombre d'autres incarnations impériales sont détruites, voire jetées à la Seine. On est là dans une espèce de revival de 1793. Il propose de démonter la colonne Vendôme et détruire la statue de Napoléon Ier à son sommet, car elle incarne une nation française meurtrière, conquérante, méprisée du reste de l'Europe, et c'est vrai qu'apparemment cette colonne faisait rire certains visiteurs. Louis XVIII avait déjà retiré la statue sur cette colonne. Louis-Philippe y avait remise. Courbet veut en finir avec ces simagrées d'un autre temps. Il demande à ce que les bas-reliefs soient exposés au Louvre. Au lieu de ça, la colonne est sciée et brisée. Après la semaine sanglante du 21 au 28 mai, après les exécutions sommaires, après les 40 000 arrestations et les 10 000 déportations au bagne, il fallait trouver des boucs émissaires encore. Les conservateurs voulaient humilier cette plèbe qui a osé se soulever, les républicains voulaient se débarrasser de leur flanc gauche, tout le monde y trouvait son compte. On emprisonne Courbet, on lui reproche la destruction de la colonne Vendôme entre autres, il est enfermé à l'orangerie de Versailles. On l'emmène au tribunal à pied avec ses camarades de cellule pour qu'il se fasse insulter et cracher au visage par la population locale. Condamné mais pas déporté, grâce à Jules Ferry, il a un traitement de faveur. On lui demande de rembourser la colonne Vendôme, il fait 6 mois de prison et on est quitte. Incarcéré, il peut reprendre la peinture. Il fait des natures mortes avec des fruits qu'on croirait pourris. Une fois sa peine purgée, il retourne à Ornans où son atelier a été mis à sac. Il constate que sa sculpture sur la place de la ville a été déboulonnée. Il peint des poissons qui sèchent, des poissons au visage déchiré par des hameçons, au regard stupéfait, des tableaux d'une grande violence. Encouragé par ses proches, il tente de se présenter au salon, mais on le refuse catégoriquement, et ce, sans motif. Certains membres de l'Académie ont décidé qu'il devrait payer encore longtemps ses prises de position politiques. Avec le retour à l'ordre, la menace d'un nouveau procès se fait prégnante, il se sent pas de subir une nouvelle humiliation et il s'exile en Suisse pour quelques années. Là, il peint des paysages sublimes, les Alpes sculptées dans des aplats de gris de Peine et de bleu de Prusse. Là, il rencontre Henri Rochefort, tout fraîchement évadé du bagne de Nouméa. Courbet souffre depuis quelque temps déjà d'hydropésie, il devient impotent et il meurt en 1878. On le transfère à Ornans en 1919 car il voulait pas revenir en France tant que les communards ne seraient pas tous amnistiés. On peut se poser la question de la portée réelle de l'œuvre de Courbet. Est-ce bien utile de revendiquer un engagement artistique? La plupart des spectateurs devant Courbet, ils y voient une imagerie typique de son époque alors qu'il était dans la provocation et à l'écart de ce qui se faisait. Et ça serait nier une part de sa peinture, ses portraits, ses natures mortes, ses paysages. Vouloir qu'une œuvre soit porteuse d'un message, c'est pas forcément très pertinent. La création témoigne de quelque chose par définition. L'acte de créer est un acte engagé. Ce qui est raconté, la manière dont c'est raconté, les codes employés, l'objectivité, ça n'existe pas. Puis vient la réception, mais celle-ci est secondaire. Être apprécié, c'est souvent pour de mauvaises raisons.